Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, les journées de la justice pénale internationale célèbrent l'adoption du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale. Le thème principal de cette journée est la justice, une affaire pour tous. Le point, ça sera avec Warren dans ce journal. Des personnes handicapées formées sur les opportunités économiques et sociales sont liées à l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit d'une formation visant à autonomiser les personnes handicapées dans la région de Thiès. Et puis Practical Action, organisation internationale qui s'active dans les domaines du changement climatique, de la résilience, de l'agriculture et de l'énergie, renforce depuis 2021 les capacités locales de la gestion des inondations dans la ville de Thiès. Ces zones ont particulièrement été ciblées pour cette année à Thiès. La page de l'actualité internationale mettra fin à ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les journées de la justice pénale internationale qui se tiennent le 17 juillet célèbrent l'adoption du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale. Le thème principal de cette journée est la justice, une affaire de tous, soulignant l'importance de la justice pénale internationale et la lutte contre l'impunité. Le point, c'est avec Warren. La journée internationale de la justice pénale, qui a lieu chaque année le 17 juillet, commémore l'adoption du statut de Rome en 1998, traité fondateur de la Cour pénale internationale CPI en 2025. Cette journée marquera le 27e anniversaire de ce traité. La journée internationale de la justice pénale est l'occasion de rappeler les avancées et les défis du droit international en matière de justice et de promouvoir le respect des droits des victimes et la lutte contre l'impunité. C'est un moment pour réfléchir à l'importance de la justice pénale internationale dans la prévention des crimes graves et la protection de la paix et de la sécurité. Le 17 juillet est également une journée pour soutenir les efforts de la CPI dans la poursuite des responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. La CPI, créée en 2002, est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de juger les auteurs de ces crimes. En résumé, le 17 juillet est une journée dédiée à la promotion de la justice pénale internationale et la célébration des projets réalisés dans la lutte contre l'impunité. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, Thiès, des personnes handicapées formées sur les opportunités économiques et sociales liées à l'exploitation des ressources naturelles, tel est le thème d'une formation visant à automatiser les personnes handicapées dans la région de Thiès en les sensibilisant aux potentialités économiques et sociales offertes par le secteur extractif. Écoutons Astou Diop, chargé de projet CAPSUS, et Fana Kaf, présidente de l'association des personnes handicapées, pour plus de détails. Depuis quelques années, CAJUS est en partenariat avec Handicap Forum Edu, qui est l'une des plus grandes organisations de personnes handicapées du Sénégal. Et c'est dans le cadre du projet Social Bonds, qui est un projet dont l'objectif principal est notamment d'arriver à faire
à faire le plaidoyer pour un plan de transition énergétique juste, transparent et inclusif. Et c'est dans ce cadre qu'un certain nombre d'activités a été mis en œuvre, notamment une étude pour voir comment ces personnes sont différemment impactées par l'exploitation des ressources naturelles. Et ensuite, bon nombre d'activités ont été faites pour notamment les outiller par rapport au changement climatique, par rapport à l'exploitation du pétrole, l'exploitation du gaz, mais également à l'exploitation minière. Surtout sur comment ces activités pourraient les impacter négativement et ensuite comment pourrons-nous les outiller, les sensibiliser pour qu'ils adoptent des attitudes de résilience par rapport à tous ces effets négatifs. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, bon, l'objectif est de faciliter la participation des personnes handicapées sur la gouvernance locale, sur les ressources naturelles, pétrole, gaz et minières. Aussi de renforcer les personnes handicapées sur le plaidoyer pour qu'ils puissent porter le plaidoyer pour vraiment accéder aux fonds qui sont disponibles pour la société. Bon, l'autre aspect, c'est aussi de les amener à avoir une meilleure compréhension sur les enjeux liés aux ressources naturelles. Depuis quelques années, CAJUST Practical Action est une organisation internationale qui s'active dans les domaines du changement climatique, de la résilience, de l'agriculture et de l'énergie, renforce depuis 2021 les capacités locales de gestion des inondations dans la ville de Thiès. Après une première phase ayant concerné 4 quartiers de Thiès Nord, la seconde phase du projet intégré de nouveaux quartiers à Thiès Est et Nord, notamment Keur Mam El Hadj, Tariko et Kausara. Ces zones ont été particulièrement ciblées en raison de leur vulnérabilité face aux inondations. Nous écoutons plus de détails. Donc, Practical Action est une organisation internationale qui travaille dans le domaine du changement climatique, la résilience, l'agriculture, l'énergie ou tout ce qui est lié à la problématique urbaine. Voilà, donc nous intervenons ici à Thiès depuis 2021 dans le cadre de la gestion des inondations. Donc nous avons eu à travailler avec 4 quartiers au niveau de la commune de Thiès Nord de 2021 à maintenant. Voilà, donc dans la deuxième phase du projet, on a intégré d'autres zones d'intervention, à savoir des quartiers qui sont touchés par les inondations au niveau de la commune de Thiès Est. Et aussi 2 quartiers de plus au niveau de la commune de Thiès Nord, à savoir Tarikao et Kausara. Voilà, donc dans la phase 1, nous avons eu à former 60 personnes au niveau des anciens quartiers. Et dans la nouvelle phase, nous avons intégré 8 nouveaux quartiers. Donc, dans ces nouveaux quartiers-là, nous avons formé 80 personnes dans des systèmes d'alerte précoce et aussi des équipes communautaires de réponse aux catastrophes. Donc, c'est des équipes qu'on a formées dans la gestion des inondations au niveau local. Donc, après cette formation, nous allons les outiller pour qu'ils puissent intervenir en cas de catastrophe, c'est-à-dire en cas d'inondation. Quels sont les premiers moyens qu'ils vont déployer sur le terrain avant l'arrivée des secours. Voilà, donc nous avions 60 personnes au niveau de la commune de Thiès Nord et 80 de plus, donc ça fait un grand nombre. Voilà, donc après la deuxième étape, c'est d'outiller les gens qui ont été formés sur des moyens d'intervenir sur le terrain. Voilà. En même temps aussi, le projet intervient aussi à Guédiawaye à partir de 2025. Donc nous avons considéré aussi 2 communes, la commune de Wakhinane Nimzatt et la commune de Médina Gounass, avec 8 communautés. Donc nous allons reprendre le même processus. Donc nous félicitons aussi la Croix-Rouge pour cette collaboration qui nous ont aidés à former ces équipes communautaires de réponse et d'équipes du système d'alerte précoce. L'université Iba Der Thiam de Thiès accueille la 2e édition des VECO, un événement scientifique organisé par Rose Dieng, Université France-Sénégal, anciennement CFS, et l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Le thème de cette édition est l'intelligence artificielle et traitement des données appliquées. Sokhna Rosalie Ndiaye, chef de division de la recherche, et Moustapha Ndiaye, enseignant-chercheur, sont revenus sur la quintessence de cette rencontre.
Ewicho, c'est une initiative commune que nous avons mis en place avec l'Université numérique Cheikh Ahmadou Kane et qui a pour vocation de voyager et de rassembler l'écosystème de la recherche et de l'enseignement supérieur au Sénégal. C'est vraiment une tribune d'échange interdisciplinaire qui vise à mettre en relation, à apporter vraiment, être une vitrine scientifique pour tout le Sénégal. Nous avons jugé nécessaire justement d'accélérer l'organisation de la deuxième édition à cause du retour que nous avons eu lors de la première édition. Ça a été bien accueilli par l'écosystème et nous pensons que c'est important aujourd'hui pour les universités de travailler ensemble en synergie pour trouver des solutions communes aux problématiques que nous rencontrons dans notre pays. Des problématiques diverses, non seulement du fait que nous sommes un pays toujours en développement, nous avons vraiment besoin de penser de manière interdisciplinaire aux solutions à apporter, que ce soit en termes d'économie, de santé, d'éducation. Nous avons vraiment besoin de rassembler non seulement les experts, mais également les jeunes chercheurs, parce qu'il faut de nouvelles idées, des idées fraîches pour apporter ces solutions dont nous avons besoin pour aller vers le développement de nos pays. Nous abordons différents thèmes. Comme je l'ai dit, c'est vraiment interdisciplinaire. La première édition était sous le thème de la santé publique. Cette édition est sur le thème de l'IA et des données appliquées. Donc c'est vraiment, nous abordons des thèmes d'actualité et qui sont importants pour les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Et puis l'amicale des élèves maîtres du Centre régional de formation des personnels de l'éducation à Thiès a organisé ses traditionnelles 72 heures d'activités culturelles et sportives. Parmi les temps forts de cette édition, une randonnée pédestre citoyenne a été organisée dans les rues de Thiès-Ville, rassemblant élèves, maîtres, formateurs et administrations. Le directeur du CRFPE, Nala Ndiaye, a salué cette initiative en soulignant l'importance de la marche comme activité physique bénéfique pour l'esprit et le corps. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous sommes là à la place Mamadou Dia pour les besoins de la randonnée pédestre que l'amicale des élèves maîtres a organisée dans le cadre de ces 72 heures. Donc c'est ce qui explique la raison pour laquelle nous sommes là. Donc le sens que nous donnons à cette activité, on a l'habitude de dire un esprit sain dans un corps sain. C'est pourquoi, en plus des activités à caractère culturel comme les conférences pédagogiques et les activités liées à l'art oratoire, on a jugé nécessaire d'y introduire une randonnée pédestre. Parce qu'on a dit, 72 heures d'activités sportives et culturelles. Et je pense bien que la marche est un sport et restera un sport. Au niveau du CRFPE, nous avons 419 élèves maîtres. Et les relations que nous avons avec les élèves maîtres, ce sont d'excellentes relations. Parce que depuis le début de la formation jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème majeur qui s'est posé au niveau du déroulement de la formation. Donc vraiment les relations sont au beau fixe. Avec également les membres de l'administration, tout le monde comme un seul bloc se met au travail et ce qui nous a valu aujourd'hui l'organisation de ces journées-là. Informations internationales rapides survol signé Warrington.
Au Gabon, lors de son déplacement à Washington dans le cadre d'un dîner d'affaires à la Maison-Blanche, le président Oligui Nguema a rencontré la communauté gabonaise installée aux États-Unis. À cette occasion, il a annoncé la suppression dès 2026 des bourses d'études octroyées par l'État vers les États-Unis et le Canada. Pour Brice Oligui Nguema, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour autant, le président gabonais ne s'oppose pas entièrement aux bourses d'études à l'étranger, mais plutôt que de financer des études aux États-Unis ou au Canada. Il a annoncé privilégier des pays africains comme le Sénégal, le Ghana ou le Maroc, expliquant qu'au moins on sait qu'ils vont revenir. La situation reste tendue dans l'est de la RDC avec le conflit qui oppose le groupe armé AFC M23 soutenu par le Rwanda au FARDC et ses alliés malgré un accord de paix signé à Washington. L'armée dénonce des attaques visant des positions dans plusieurs localités au nord Kivu et au sud Kivu, des combats qui ont aussi provoqué de nouveaux mouvements de population selon un communiqué des forces armées de la RDC. Une première incursion de l'AFC M23 est intervenue le 12 juillet, puis le 14 dans le territoire de Calais au sud de Kivu. Ce même lundi, ce sont ensuite des positions dans le Massisi qui ont attaqué, affirment les responsables de l'armée congolaise. Pour terminer en Ukraine, les frappes se succèdent entre l'Ukraine et la Russie, mais les négociations restent au point mort. Dans la nuit de mercredi 16 et jeudi 17 juillet, une nouvelle salve de drones russes a visé l'Ukraine, faisant un mort de Dnipro et plusieurs blessés dans la région de Dnipropetrovsk, tandis que Moscou a remis les corps de 1000 soldats ukrainiens et a reçu en échange les dépouilles de 19 de ses propres militaires tombés au combat. Les gouverneurs de Belgorod et Vernov ont fait état d'un mort et de plusieurs blessés. La Russie a-t-elle affirmé avoir intercepté 126 drones au-dessus de son territoire, la plupart dans les régions frontalières du sud-ouest, mais aussi 3 dans la région de Moscou. Au Gabon, lors de... Merci beaucoup, Wore Ndion, pour ces informations internationales qui referment ce journal édition française qui est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.